Bon les gars, l'heure est grave et je vous dois des explications par rapport à ma petite Seat Ibiza. Ah putain, ça commence bien. Le retour de la chasse de camping. Bon. Pourquoi je dis que je vous dois des explications sur ma Seat Ibiza Cupra 6K1 ABF 150 chevaux jaune, roue en 16, 195 45 16, intérieur cuir tissu, voilà, avec le volant en surpiqûre rouge. Pardon, ça fait beaucoup trop. Car pour tous ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez donc que cette voiture-là, c'est mon daily. Et c'est une voiture que j'ai rêvé d'avoir pendant un certain moment. Je vous la fais courte. Cette voiture, c'est la voiture de mon enfance. C'est-à-dire que ma mère venait me chercher à l'école avec. Mais c'était pas la même, elle était rouge celle-ci. Et donc pendant de nombreuses années, dès que j'ai eu mon permis, je me suis mis à rechercher une Seat Ibiza, celle-ci, en jaune. Parce que je préfère le jaune au rouge. Et je l'ai trouvée. Donc sur la chaîne, il y a eu différentes vidéos sur le sujet de cette bagnole. Il y a eu déjà une première vidéo sur une sortie circuit où je l'avais amené sur piste et j'avais essayé d'aller tatiller les limites du châssis d'origine. Qui est pas exceptionnel, soyons francs. Voilà, il y a eu une autre vidéo qui s'appelle tout simplement « J'ai toujours détesté Volkswagen » où je changeais la pompe de direction assistée car elle avait complètement foiré, j'ai pété des courroies, enfin c'était un enfer. Et j'en avais fait une autre, parce qu'en gros cette voiture-là, c'est un ABF. Donc la plupart des gens connaissent l'ABF avec farine de blé, le fameux 2 litres sur lequel il a sorti 400 chevaux sans forger et ensuite 500. Donc voilà, ça c'est le moteur d'origine. Et donc la conso, on était sur entre 7 et 9-10 litres au 100. Voilà, donc au samplon, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Pour pallier à ça, j'avais fait une vidéo où je la passais à l'éthanol avec des techniques un peu ghetto. Voilà, du coup on avait mis un régulateur 4 bars dans la rampe d'injection et on avait décatalysé la ligne. Et depuis ça, pas de vidéo. Mais il faut savoir que cette voiture-là, du coup, depuis tout ça, elle m'a servi. J'ai roulé tous les jours avec, j'ai fait énormément de bornes. À l'éthanol, le retour est plus ou moins mitigé, c'est-à-dire qu'elle tourne un peu pauvre haut dans les tours, mais en bas dans les tours, elle est nickel. Voilà, mais du coup, voilà, je l'ai conduit comme ça, Et en fait, elle n'avait jamais fait autant de bornes, parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours en Bretagne, dans ma ville natale. Et en fait, elle a commencé à tomber en lambeaux. C'est-à-dire qu'un matin, je me réveille, je sors et je vois que j'ai un pneu crevé. Ensuite, je commence à avoir des gros problèmes de consommation d'huile. C'est-à-dire que la voiture consomme une quantité astronomique d'huile. C'est-à-dire que je faisais 400 bornes et me bouffait, je sais pas, 2-3 litres d'huile, un truc comme ça. J'avais le voyant qui s'allumait, qui faisait bip bip. Donc un peu terrifiant. Et ensuite, après ça, j'ai commencé à perdre les bas de caisse sur le côté. Je sais pas si vous l'avez vu quand je l'ai ramené là. J'ai commencé à perdre les bas de caisse sur le côté. Et ça, mon gars. Bon, il se pourrait que le micro accroché sur ce Marcel ici présent est foiré. Une fois de plus. Donc je vais devoir continuer ce speech dans le futur. Voilà, c'est le bonjour. Mangeur du passé, mangeur du futur, bonjour. Donc j'en étais au bas de caisse qui commençait à se barrer. Donc ouais, j'ai perdu les 2 bas de caisse sur la route. Tragédie, j'ai déjà eu de la chance de ne pas provoquer d'accident avec ça quand même. Donc voilà, ensuite, peu de temps après ça, la voiture a dépassé les 300 000 km. Il y a un rond-point de chier. Oh merde, il s'est mis à 0. Joli score quand même, on va pas se mentir, joli score. Mais à partir des 300 000 km, ça a commencé à se barrer en couille encore plus. Je me suis garé un peu trop près d'une sorte de pavé. Du coup, j'ai arraché le pare-choc. Je me suis garé, j'ai reculé, ça a fait crack. Putain. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui m'a fait dire la voiture, je vais l'arrêter parce que c'est plus possible de rouler avec, ça devient une épave. C'est que en roulant, le pneu
qui avait déjà crevé avant qu'on avait réparé, il a explosé sur la route. Bon, il a littéralement explosé, donc je me suis retrouvé avec un pneu crevé. Vous allez me dire, mais la roue de secours. Alors, la roue de secours, je l'avais dans le coffre. J'avais la roue de secours dans le coffre, j'avais le cric Vévor, le gros cric là, énorme. J'avais le cric, j'avais le pétard, j'avais toutes les douilles, sauf la douille 17 qui permet de démonter des roues. Donc du coup j'ai roulé avec un pneu crevé pendant je sais pas 5 à 10 bornes. Donc j'ai éclaté l'aile arrière. Elle est dégueulasse, elle est super sale. Bref, vous allez pouvoir voir ça. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'annonce une nouvelle série de vidéos sur ma Seat Ibiza Cupra ABF. Je vais la refaire. Je vais refaire le moteur, je vais refaire l'extérieur. Peut-être pas la repeindre, mais en tout cas essayer de la rendre le plus propre possible, car le budget est quand même assez limité. Voilà, je vais refaire tout ce que je peux refaire. Donc le moteur, ça sera segment neuf, coussinet neuf, absolument toutes les pièces du moteur seront neuves. Et l'extérieur, on va essayer de lui donner un bon coup de jeune, car elle a déjà été repeinte dans le passé, mais ce n'est pas une peinture qui a été faite par des professionnels à mon avis. Mais enfin bref, c'est pas très grave. Donc voilà, série complète sur la réfection de ma Seat Ibiza Cupra. Ça commence maintenant, ça commence aujourd'hui. Et puis c'est parti. Allez. Juste avant d'attaquer les travaux, je me permets d'interrompre la vidéo pour parler du sponsor du jour qui est rien d'autre que Car Vertical. Alors Car Vertical, qu'est-ce que c'est pour tous ceux qui n'en ont jamais entendu parler? Alors Car Vertical, c'est un site, une application sur laquelle on peut découvrir l'historique d'un véhicule avant même de l'avoir acheté. On peut donc prendre comme exemple cette petite Mégane RS. Alors cette Mégane RS, on a un aperçu général. Donc le compteur, apparemment, tout est bon. Statut légal, tout est bon, elle n'a pas été volée. Par contre, elle a été accidentée. Donc on descend et là, on peut voir les photos qui ont été prises par l'assurance. Alors là, c'est pas joli du tout. Voilà, elle a été gravement endommagée cette voiture. Ensuite, voilà, comme dit tout à l'heure, le vol, elle n'a pas été volée, tout va bien. Le kilométrage, on a la courbe classique, tout va bien. Et donc là maintenant, nous avons l'estimation du coût de réparation. Donc là, c'est de la monnaie polonaise, mais en gros, ça fait entre 14 000 et 19 000 euros de frais estimés pour la réparation. C'est quand même énorme. Donc voilà, ce genre de rapport Car Vertical peuvent être très utiles avant l'achat des véhicules. Car imaginez là, si quelqu'un avait acheté la Renault Mégane sans savoir qu'elle avait été accidentée. Donc voilà, si vous aussi voulez utiliser les services de Car Vertical, vous pouvez utiliser le lien qui est disponible dans la description, ou alors vous avez le code CARDAN qui vous donnera 20% de réduction. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et on peut reprendre le cours normal de la vidéo. Bon, du coup, voilà la Seat dans l'état actuel. Donc là le pare-choc, voilà le pare-choc. Voilà, je me suis garé un peu trop près, du coup le pare-choc il s'est pris dedans et quand j'ai reculé, bah, tu vois, ça a tout arraché. Du coup là le support de pare-choc, mais il est pété là. J'ai pété le rivet qui est là et le pare-choc du coup il est complètement désaxé. Là on peut voir qu'il y avait une putain de vis à bois, enfin je sais pas ce que c'était, mais une putain de vis. Ça a encore été bricolé par des mecs douteux, ça. Là, on a le pneu qui n'a jamais été bon. C'est-à-dire que le pneu est neuf. Bon, il a quand même vécu, il a dû faire 10 000, 20 000 bornes. Mais à chaque fois, il se dégonflait parce que les mecs qui ont monté ce pneu, je crois qu'ils ont des problèmes au cerveau. Là, on a les bas de caisse, donc ça me fait terriblement mal au cœur de voir ça. C'est-à-dire que tous les bas de caisse, là, bah ça, c'est de la pièce rare. C'est pratiquement introuvable. En vrai, si, ça va, ça se trouve, mais les gens les vendent pas. Il y a un seul gars que j'ai trouvé qui peut en vendre, mais vraiment en grosse quantité. Il est en Angleterre et il expédie pas. Là, on est face au problème ultime. Et donc, voilà l'étendue des dégâts. C'est-à-dire que toute l'aile arrière, elle est complètement ravagée par des marques de gomme. Là, tu vois, j'ai fait un désastre sur le bas de caisse arrière. Là, il n'y a plus de peinture. Tu vois, là, il n'y a plus de peinture, il n'y a plus de peinture du tout, ça a carrément explosé la peinture. Donc vraiment pas cool comme truc. J'espère pouvoir rattraper ça, c'est sûr que je pourrais le rattraper, mais quelle gueule va avoir la peinture en dessous? Ça, c'est une autre question. Et donc pour couronner tout ça, quand j'ai redémarré la voiture après à peu près 2 mois d'arrêt, parce que oui, en soi, là, elle n'a pas démarré à cause de la batterie, mais elle est loin d'être morte. C'est-à-dire que là, si je veux,
Elle peut continuer à faire des bornes, mais j'ai préféré la préserver. Quand j'ai démarré la voiture, j'ai une souris ou un rat qui est sorti là de la baie de pare-brise. Il est sorti, je l'ai vu, il est re-rentré dedans. Et après je l'ai fait fuir, t'inquiète pas. J'ai un voyant ABS qui est allumé. Donc ça se trouve, il y a une des souris qui m'a bouffé un fil qui va sur le boîtier ABS qui est là, tu vois. Je sais pas, j'ai aucune idée de l'étendue des dégâts. C'est un petit peu terrible. C'est un peu terrible. Voilà. Bref, voilà tout ce qui s'est passé. L'étendue des dégâts de la voiture, elle est vraiment dans un état pitoyable. Et donc, pour lui redonner toute sa gloire et son pédigré, j'ai contacté une marque. Et cette marque, c'est tout simplement Orishine. Donc Orishine, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de detailing française. C'est un gars qui fait ça tout seul. Il a un Instagram et un TikTok où il montre en détail comment utiliser tous ses produits. Et donc il m'a fait un petit colis où il y a tout plein de trucs super intéressants qui vont me servir pour la Seat. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc déjà, on a des petites cartes de visite, donc orishine.fr. Vous avez tous les liens dans la description, que ce soit les réseaux de Ori ou le site internet. Donc, on a des pinceaux pour le detailing. On a une grosse brosse pour les jantes. Alors ça, je vais m'en servir tout de suite. On va essayer le nettoyant jantes qui est dedans. Avec ça, ça va être, je pense que ça va être vraiment caviar. On a également la Rolls-Royce de celui qui veut nettoyer sa bagnole. Un canon à mousse. Oups là. Donc tu prends tes produits, tu vois, et tu fais ton mélange dedans avec de l'eau, etc. Et après, tu as juste à appuyer sur le bouton qui est là. Voilà, et tu peux du coup vraiment asperger toute la voiture. Ensuite là, on arrive dans le vif du sujet. Donc on a des microfibres classiques. Voilà, là on a des microfibres pour les vitres. Et là, on arrive dans tous les produits. Donc on a du décontaminant ferreux. Voilà, alors ça, le décontaminant ferreux, je pense que ça va être incroyable pour toute la partie qui est là. Tu vois, en gros le décontat ferreux c'est vraiment fait pour enlever toutes les traces de gasoil. Vous savez quand vous avez un diesel qui fume noir à l'arrière et c'est tout dégueulasse, et bah tu mets ça, tu laisses agir 5 à 10 minutes, tu rinces à l'eau claire et c'est nickel. Voilà, c'est une sorte de pré-lavage avant le lavage. On a du nettoyant jante, là on a le shampoing et le pré-lavage. Voilà, pré-lavage shampoing, comme ça. Clac, tu mets le décontaminant ferreux, tu mets ton pré-lavage, tu mets ton shampoing. On a un nettoyant pour l'intérieur. Là, on a un nettoyant tissu, donc ça c'est pareil, c'est incroyable, il m'en fallait un. Et là, on a un APC. Alors un APC, c'est un nettoyant multi-usage, comme il y a écrit. Et donc ça, c'est vraiment super cool. Ça peut vraiment servir pour toutes les surfaces de la voiture. C'est bien. Et pour finir, la petite touche, le parfum. Voilà, ils vendent des parfums pour que la voiture ait une bonne odeur. Donc moi, j'ai pris le parfum Orient. Donc voilà, merci infiniment à Orishine. Avec le code CARDAN, vous avez 10% de réduction sur le site internet. Moi, je m'en vais tester ça et on peut attaquer enfin la bricole de la Seat. C'est parti les gars. Bon, du coup là, ce qu'on va pouvoir tester, c'est est-ce que tous les fans inconditionnels de Volkswagen ont raison quand ils disent « Non, mais ça te prend 3 secondes pour tomber la face avant d'une Volkswagen !» Il est actuellement 18h15. Si à 45 j'ai pas tombé le pare-choc, les phares, les clignotants et tout ce qui est traverse et tout, je considérerais que vous avez tort et que vous êtes des gros gogoles. Pourquoi j'ai dit ça sans déconner? Je vais encore me les foutre à dos. Hop. Comment on fait pour enlever le phare? Il y a une vis là et une vis en dessous le pare-choc. Comment je fais? Comment je suis censé faire? Pour enlever la traverse, je dois enlever les phares, et pour enlever les phares, je dois enlever le pare-choc. Bah, mission pare-choc, hein. Putain de bordel de merde. Pour l'instant, ça commence très mal, hein. Je sais pas comment faire. Peut-être que je peux enlever la partie supérieure de la traverse. Ah, là, il y a 2 vis pour le pare-choc, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter toutes les vis que je vois, sans même réfléchir à un quelconque plan. Je démonte tout et on voit ce qui se passe après. A few inches later. En fait, il y avait une vis cachée qui se prenait comme ça, là par là, là. Pardon les fans de Volkswagen. Et là.
Par contre là il y a un truc vraiment louche. C'est-à-dire que mon pare-choc il est fixé avec des rivets au pare-boue. Genre c'est quoi cette sorcellerie mec? Et en plus t'as plein de trous dans le pare-choc, mais la moitié c'est n'importe quoi. Le pare-choc il est explosé là. Donc en plus j'ai essayé d'enlever le pare-boue. Les vis viennent pas, c'est-à-dire que ça tombe dans le vide. Donc là je commence un peu voilà, à péter un câble. Là mon pare-choc il y a un trou là, tu vois le vernis il a explosé. Enfin là j'avoue que je suis un peu surpris quand même de l'état de la voiture. Pour cette série de vidéos il n'y aura pas de prise de tête, c'est à dire que ça vient pas, je fous. Ta mère c'est chaud. Jour numéro 2. Donc aujourd'hui le programme c'est de préparer la voiture pour le tombage du moteur. Donc je vais essayer de démonter le maximum de faisceaux, le maximum de pièces inutiles. Donc tous les radiateurs, les boîtes à filtres, genre la boîte à air, tout ce que je peux démonter, je le fais. Comme ça, ça facilitera le démontage du moteur. J'ai juste fait un seul truc hors caméra, c'est que j'ai vidé le circuit de clim de manière très professionnelle et ultra sécurisée. Et maintenant, on peut donc attaquer la suite du programme. Bon déjà, je vais commencer par vidanger le circuit d'eau. Après là, le circuit de clim il va me casser les couilles parce que ce raccord là, j'arrive pas à l'enlever. La durite du haut, elle vient super facilement. Oh putain, tous ces fils électriques là. Parce que pareil, cette bagnole, pour ceux qui... Je sais pas si je l'ai déjà dit. En fait, c'est une ancienne... c'est un vestige du tuning des années 90. Donc la sono, tout ça, elle en a eu. Elle a vécu tout ça. Donc l'objectif du coup c'est de la désataniser. Là c'est de l'exorciser de toute cette merde. Genre il est où? Je sais pas, j'ai peut-être dû le découper. Mais les fils épais comme ça là pour la sono, il y en a un peu partout dans la bagnole. Voilà, c'est vraiment un vestige des années 90. Et donc le but, c'est de la sauver de toute cette peine et de toute cette souffrance qu'elle a pu subir. Bon, tu me diras, avec moi, c'est pas mieux la souffrance qu'elle vit, mais bon. Putain, le collier qui vient tout seul, oh là 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 là. Je vais me mettre à aimer Volkswagen, hein. Ok. Plutôt réussi pour l'instant. Le liquide de refroidissement, il est beau, hein. Ok. Donc là, il y a beaucoup de petites daubes à enlever, tu vois, genre la boîte à air, les petits tuyaux comme ça, les durites d'eau. Peut-être que je vais les laisser, les durites d'eau pour le principe. Peut-être tout ce qui est durite d'accessoires, enfin, courroie d'accessoires, batterie, tout ça. Je pense que je vais faire un accéléré. Je vais poser la caméra là-bas et je vais faire un petit accéléré de ce que ça donne. Voilà, parce que de toute façon, c'est pas très intéressant, tu vois, c'est juste du démontage, etc. Donc, petit accéléré sur le démontage de tous les éléments mécaniques. C'est parti, allez go!
Bon, comme aujourd'hui la voiture a énormément avancé, il me manque juste les cardans que je pense que je ferai demain. Là j'avoue je commence un peu à crever de faire que de la méca. Donc là je vais me détendre et je vais tester les produits Orishine sur la voiture. Donc en intro j'avais testé le décontaminant ferreux sur cette partie là avec le pneu qui avait explosé là. Donc j'avais été un peu déçu, mais en fait il fallait juste frotter. C'est-à-dire que j'ai frotté et c'est parti tout seul. Donc de près on voit quand même que c'est rayé, forcément c'est normal. Mais par contre on ne peut pas nier le fait que le produit soit ultra efficace. Donc là on va tester le pré-lavage, le shampoing avec effet cire et tout plein d'autres produits pour faire briller cette petite carrosserie. C'est parti. Et là on a donc notre pré-lavage et notre shampoing. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre déjà? On a un nettoyant intérieur. Donc ça c'est j'imagine pour tous les plastiques, un nettoyant tissu, un nettoyant jante et le fameux décompta ferreux. Donc là on va mettre un petit coup de pré-lavage. Alors du coup le pré-lavage c'est quelque chose qui se dilue avec de l'eau. Du coup j'ai pris ma petite bouteille d'eau tu vois. Voilà, du coup je prends le petit canon à mousse qui va bien. Maintenant il faut que je vérifie le dosage. Alors combien il dit lui? Incroyable! Ah, je suis content, putain c'est incroyable. C'est assez bluffant. Elle est nickel. Elle est nickel. On voit pas trop sur la caméra j'ai l'impression mais elle est vraiment super belle. Le vernis est explosé mais c'est super propre. Ça ressort vraiment super. Bon. Si je me retrouve dans cette chaise, c'est que tu te doutes bien que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai continué le démontage de la voiture. Tout se passait très très bien. J'ai absolument tout démonté, sans aucun problème, sans aucun encombre, jusqu'au moment où j'arrive au cardan. Ça en aura surpris plus d'un. Donc les cardans sur ces modèles-là, c'est pas comme une 106 où le cardan est encastré dans la boîte. C'est-à-dire que le cardan est vissé à la boîte de vitesse. Donc c'est plutôt pratique parce que du coup, tu n'as pas de perte d'huile quand tu enlèves tes cardans. Donc ça c'est pas mal. Mais du coup, en fait, ce sont des vis en XZN. Donc déjà, j'ai dû faire 1 heure de route pour aller chercher le coffret pour démonter ces vis-là. Et en plus, le pire c'est que ça foire facilement. Donc tu te doutes bien, j'en ai foiré 3. J'ai réussi à en sortir 1. Il en reste 2. Donc ça a été un véritable enfer. Jusqu'au moment où je suis arrivé à la conclusion de eh ben écoute, je vais sortir le moyeu avec. Hein, voilà, je vais sortir l'étrier de frein, le disque et le cardan. Tout en même temps, tant qu'à faire. Hein, parce que pour le coup, pareil, c'est plutôt bien conçu. Ça, voilà, donc ça va venir. Là, le moteur, il est en face de moi. Il est prêt à sortir. Et donc pour ceux qui sont habitués à la chaîne, quand je sors des moteurs, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de chèvre. Donc je sors l'outil ultime. Même tes youtubeurs préférés, ils ne l'ont pas celui-là. J'ai nommé le Tracassin 2.0, mon gars. Bon, attends, on redescend, ça y est, je me la suis un petit peu pété avec mon petit Manitou là. Voilà, parce que j'ai pas de chèvre, du coup je me sers de ça pour lever les moteurs. Mais voilà la voiture dans l'état actuel. Donc il n'y a plus de capot.
Parce que de base, sur le Manitou, je prends les grandes pales, mais c'était à des endroits foireux, j'avais la flemme de les sortir parce que lui, pareil, il a pas démarré depuis. Je sais plus, peut-être depuis la Merco, tu vois. Donc j'ai pris les petites pales et j'ai enlevé le capot pour me donner plus de marge de hauteur, pour pas racler le capot ou pour pas tout niquer. Donc voilà la voiture. Donc là, tout le circuit de DA, il n'y en a plus. Toutes les durites d'eau sont enlevées. Toute la partie faisceau est enlevée. La ligne derrière, c'est enlevé. Toutes les courroies, c'est dégagé aussi. La commande de boîte, elle est dans le vide. Là, les cardans. Les cardans. Donc de ce côté, il est venu. Tu vois, attends, je vais mettre une petite lumière. Donc tu vois, de ce côté-là, le cardan, il a été démonté et il est venu sans encombre. Mais il y a donc l'autre côté qui me fait chier depuis depuis hier. Alors on va rien voir du tout. Mais en gros, il y a 6 vis, j'en ai foiré 2, enfin 3. Et j'ai réussi à en sortir une des 3 foirées. Du coup, étant incapable de sortir les 2 autres parce qu'il y a aucun accès, du coup j'ai tombé, tu vois, là les 2 vis là, de l'amortisseur. J'ai enlevé les 3 vis qu'il y avait au niveau du triangle qui soutiennent la rotule inférieure. Du coup là tu vois c'est libre, bon là je l'ai calé un petit peu et il manque juste ça à enlever. Et après une fois que j'aurai fait ça, je dégage les 3 supports moteurs. Il y en a un là, celui du fond là-bas que j'ai déjà dégagé hors caméra parce qu'il me faisait un peu flipper. Et du coup ça y est, il n'y en a plus. Et le dernier qui est là. Voilà, et après un petit coup de Manitou, on le lève, je le fous sur une palette. Et après on pourra attaquer la réflexion moteur. Parce que là c'était la partie limite chiante, tu vois. J'enlève la rotule, je démarre le tracassin et ça sort. C'est parti. Ok, ça bouge, ça bouge. Ok. Là, c'est beau ce qui se passe là. Bon les jeunes, ça y est, le moteur est dans le garage. J'en ai chié à mort, j'en ai vraiment chié. Parce que du coup, autour de la boîte, t'as une sorte de support en aluminium avec des vis en BTR. J'en ai foiré 2, parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, le pétard, il n'arrivait pas à les avoir. Donc là, ma théorie, c'est que c'est pas comme ça d'origine, c'est juste que l'ancien proprio avait fait l'embrayage, et c'est vrai, l'embrayage a été fait, il est magnifique, vraiment l'embrayage est neuf. Mais du coup, quand ils ont remonté, à mon avis, ils ont dû serrer ça comme des bœufs, parce qu'il y a pas mal de vis que le pétard Heineuil il n'a pas réussi à avoir, alors que ça n'est jamais arrivé. Les seules vis que le pétard il n'arrivait pas à avoir, c'était éventuellement les écrous de roue sur les gros véhicules, mais des écrous sur un moteur, il a jamais faibli. Et là, il a eu du mal. Donc j'en ai foiré 2, j'ai dû en découper. En tout cas, là, cette matinée, je démonte le moteur de A à Z. Et la vidéo se terminera là. Et je ferai une petite explication supplémentaire sur ce que je vais faire sur ce bloc. Car là, en ce moment, sur les réseaux, je suis en train de poster plein de stories avec le moteur. Tout le monde me parle d'un turbo, ou d'un compresseur, ou d'une grosse prépa. Non, pas d'une grosse prépa. Et je pense savoir exactement ce que je vais faire à ce moteur. Et on va rester sur du soft. Bref. J'ai envie de le démonter, ce putain de moteur. J'ai envie de voir l'état des coussinets, l'état des joints de queue de soupape, tout ce bordel. C'est parti, je vous prends sur la GoPro. Et là, mon gars, ça va être du mangeur de cardan old school, comme on aime. C'est parti.
Allez hop, c'est parti, pas de temps à perdre. Je vais commencer par tomber la rampe d'injection. La rampe d'injecteur et la rampe d'injection tout court. Parce que en gros, ça, la rampe d'injection, je vais la changer. T30. Dans une ancienne vidéo, on l'avait passé à l'éthanol cette voiture. Et donc ça tournait plutôt bien, mais c'était pas non plus ultra optimal. Mais donc pour combler ce problème, sans forcément faire de carto, même si je pense que j'en ferai quand même une dans la finalité. En tout cas pour être large niveau injection d'essence à l'éthanol, je vais monter ce que mon pote Damien m'a donné. Et ce que mon pote Damien m'a donné, c'est tout simplement une rampe d'injection et les injecteurs de 1,8 litre turbo. Alors ça vient d'un BAM. Alors la différence entre tous les 1,8 litre T, je sais pas. Ça vient d'une Audi TT, je crois. Le BAM, il fait 180 chevaux, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est un. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est les plus gros injecteurs qu'on peut trouver sur un 1,8 litre T. Donc pour un petit ABF comme ça, logiquement, ça sera nickel. Sur les moteurs Volkswagen, je trouve qu'il y a trop d'éléments. C'est vrai que là, tu as du fil, là, tu as une durite, là, tu as une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Là, tu as une bride de durite. Enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est un truc de ouf. Bon, tiens, allez, hop. Truc facile et satisfaisant. Voilà. Je vais enlever le cache-culbu. 24 mm. C'est quoi cette vis de con? Attends, c'est une tête en 24, mais c'est du M10 ou M12. Pourquoi pas? Tac. Cache-culbu. Eh ben, donc là on a un joint qui sera changé. Et vu la dureté du truc et le manque d'élasticité, à mon avis, celui-là, il est bien vieux. Hein. T'as vu comment il est rigide, mec? Bref, poubelle. Bon, on y voit. Pourquoi le... Pourquoi la vis, là, elle est de travers? Mais ça bouge, il y a du jeu. Oh putain. Oh, je suis désespéré, j'en ai marre. Oh, les fils de pute. Mais le pire, c'est que ça fuyait même pas, quoi. C'est ça le pire, c'est que ça fuyait pas, quoi. Putain, il l'a rentré de travers, il l'a enculé, là. Le pauvre filetage. Du coup, j'ai enlevé le faisceau, j'ai enlevé toutes les durites. Voilà, durite. Le faisceau, il est tellement petit, mec. Par contre, je suis terrifié, hein. Franchement, les fils, ils sont minuscules. J'ai l'impression qu'ils sont cassants. Franchement, je suis à deux doigts d'acheter tous les outils qu'il faut pour refaire un faisceau complet. Parce que vraiment, c'est un peu terrifiant. Je vais faire la pompe à eau et tout ce merdier. Ok, j'en ai eu une. C'est bien. Merde. Le système de la pompe à eau, c'est un truc un petit peu fourbe. Bouge pas, je te fais un tuto. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Un jour, j'ai voulu faire la pompe à eau de ma voiture, car elle avait complètement lâché et elle avait du jeu à mort. Du coup, je me mets à démonter tout le côté gauche du moteur, et quelle ne fut pas ma surprise que la pompe à eau soit littéralement indémontable, car les vis sont cachées par la poulie, et tout plein de joyeuseté comme cela. Et je me dis, bah, je vais quand même tomber l'alternateur et tout le reste. Et là, tu vois, il y a des vis longues, sur lesquelles est fixé le support d'alternateur et de support de clim. Et de compresseur de clim. Et en fait, ces trucs-là, tu peux les démonter si t'as un peu plus de force que moi.
J'avais dû serrer ça vachement fort. Hein. Et pour ça, il faut une douille longue de 19. Donc autant te dire ça que... Merde. Bon, vas-y, il reste rien. Je vais tout faire hors caméra en sachant que elle, là, les vis, elles ont foiré et tout. Donc, je te reprends quand on tombe la culasse et tout ce bordel, parce que franchement, c'est pas si intéressant de démonter un moteur. Waouh. Bref, vas-y, je démonte tout ce bordel et on se retrouve pour le plus intéressant, c'est-à-dire les coussinets, les tout. Vas-y, c'est bon. Bon bah ça y est, j'ai démonté toutes les pièces externes au moteur. Donc tout le système de DA, tout le système de flotte, la modine d'huile, le support moteur à l'arrière, le cache, le pare anti-chaleur qui était là. J'ai tout démonté. Donc et ben là maintenant ça va être démontage des arbres à cam, démontage culasse, démontage carter d'huile, démontage du moteur de A à Z. C'est du 10, t'es sérieux? C'est du 11. Ok, bon. Alors pour le démontage des paliers d'arbre à cam, je me suis chopé une petite RTA sur le net. T'as quand même pas cru que j'allais acheter une RTA en physique. Ici mon gars on fait tout à l'ancienne. Arbre à cam d'admission. Commencez par déposer les chapeaux de palier 5 et 7 ainsi que le dernier chapeau. « 5 et 7 ainsi que le dernier. » C'est celui-là le dernier? 5, 7. Celui-là? Et après? J'ai trop peur qu'il me pète à la gueule. Hop, 5. Ok. 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 Bon, jusqu'ici tout va bien. C'est bon, hurle pas. Je les ai desserrés au cliquet avant. C'est pas du 10, c'est du 11, connard. Ok, bon, pour démonter la culasse, il faut un kit de douille XZN. Comme ça, là. Qu'on peut choper à Noroto pour 25 balles. Ça fait un peu mal au cul, mais bon, écoute, hein. Ok, celle-là, elle est pas serrée du tout. Dernière. Elles sont super courtes. Par rapport à d'autres. Ok. Ok. Et la dernière. Tac. Et donc là, dans la logique, voilà. J'ai ma petite culasse qui vient. Est-ce que c'est lourd une culasse de 16 VABF? Ça va. Franchement, on a vu pire. Là, on est devant le piston. Et franchement, bah, ils sont pas moches. Ils sont pas moches. Je m'attendais à un truc bien pire. Bien plus blanc et mal... tu sais, mal compris. Enfin, mal... merde, putain. Mauvaise combustion, quoi. Voilà, je m'attendais à un piston avec une mauvaise combustion. Franchement, il est magnifique. Putain, mais le bloc est tellement petit, quoi. Les pistons sont énormes, mais le bloc en lui-même est petit, quoi. Quand tu regardes par rapport à un TU5 JP4, c'est petit, quoi. Ça dégage. Il ira dans ma collection. Mais ok, ouais, pistons, franchement, agréablement surpris. Ils sont plutôt beaux. Ils sont plutôt beaux. Voilà.
Bon, bah maintenant, il va falloir retourner le bloc, démonter le carter, et on va se taper les pistons, les bielles, le vilo, tout ça, tout ce merdier, quoi. Alors, limaille ou pas limaille? Pourquoi il y a une punaise dans mon carter d'huile? C'est de la limaille, ça? Putain de bordel. Attends. Faut que j'enlève le gant. Je sais pas si c'est de la limaille ou si c'est juste du plastique fondu, tu sais. Non, c'est du plastique fondu, c'est cassant. Putain, il y a un truc qui a pété dans ce bloc. Tout. Et pour continuer, je vais sortir les gants de chirurgien. Bon. Alors, voyons voir tout ça. Comment ça se démonte cette jeune partie en plastique là? J'ai pas l'impression qu'il y ait de vis. Ah. Tout est mort, la chef. Bon, écoute. Je voulais faire ça bien, mais le plastique est cassant. Bon, pompe à huile. Déjà, ce qui est bien, c'est que la crépine, elle est belle. Il n'y a pas de merde dedans, donc ça, c'est plutôt bon signe, déjà. Donc, la pompe à huile, du coup, il y a combien de vis? On dirait qu'il y en a 2. Ok. Clac. Et là, voilà, elle vient. Oh putain, faut faire gaffe au truc en dessous là. Ça bouge ça? Non, ok, ça bouge pas. Bon bah maintenant il reste plus grand chose, hein. Il va rester coussinet de bielle. Enfin il va rester les bielles, le vilo, la pompe à huile que je pourrais pas démonter je pense. Ah si, je l'ai accès. J'y ai accès d'ici. Mais là voilà, il va manquer le vilo, enfin les bielles et le vilo. Ça c'est du combien en douille? Je crois que sur TU c'est du 15. Bon c'est du 14. Voilà, c'est du 14. Donc on va prendre le cliquet. On va prendre le cliquet quand même à rallonge. On sait pas, on sait jamais. Le bloc a plus de 300 000. Hein. Le bloc a plus de 300 000 et j'ai jamais vu. Enfin, je sais pas à quoi ressemblent les coussinets. Je pense pas qu'ils aient été refaits. Ça m'étonnerait franchement. Ça m'étonnerait qu'ils aient été refaits les coussinets. Tu vois. Donc je sais pas du tout en quel état ils sont. Attention. 3, 2, 1. Ça va. Ah si, quand même, il commençait à prendre. Hein. Il commençait à prendre un peu. Hein. Mais hop, premier piston enlevé. Premier piston bielle. Faut avoir aussi l'état des segments. Parce que c'est ça l'état d'un moteur en vrai. Hein. C'est les segments. Les segments, c'est ces petits trucs-là. Bon, je pense que tout le monde sait si vous êtes ici. Hein. Voilà, faut avoir l'état des segments. Le jeu qu'ils ont entre eux. Mais voilà, premier piston. Hop, deuxième piston. Voilà. Clac. Voilà, un écrou qui vient avec. Troisième piston. Et le quatrième qui va venir sans problème. Clac.
Voilà mon gars. Hop. Donc là on a notre vilo. Ok, bon maintenant on va s'attaquer au démontage du vilo. On va s'attaquer au démontage du vilo. Alors le vilo, ça sera du combien? Ça sera pas du 14 à mon avis. Là, ça sera un poil plus gros. La douille ne passe plus. La douille ne passe plus ici. Peut-être avec la douille longue. Ok, j'ai accès à toutes les vis. Allez, c'est bon, c'est la fin là. En fait, ce que j'avais pas calculé, c'est que là, ici, il y avait une plaque. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Il y avait cette plaque là qui protégeait tout ce merdier là. Sauf qu'en fait, je l'avais pas enlevé. Du coup, quand j'ai mis le support, il y avait la plaque prise en sandwich entre le bloc et le support. Du coup, j'ai dû démonter une à une les vis du support pour enlever petit à petit la plaque que j'ai du coup pliée de partout. Je me renseignerai si elle est si importante que ça. Mais si je peux éviter de la remettre, ça fera mon plus grand bonheur. Coussinet de vilo. Alors celui-là, je l'ai regardé en hors caméra. Il a pris un bon coup dans la gueule quand même. Hein. Quand tu regardes bien, il est quand même un peu marqué. Voilà. Voilà. Alors, où est-ce que je vais le mettre, lui, le vilo, là? Ouf. Putain, ça pèse, hein. Pèse ton poids, ce machin. Où est-ce que je vais le foutre? Moi, je vais le foutre sur le bitume. Là. Voilà. En bien. Ah. Bon, les cutéreux, là je vous avoue que j'ai ma dose. Ça fait maintenant 4 à 5 jours que je suis en train de bosser intensivement sur la caisse. Déjà, tomber le moteur, c'était la guerre. Il y a énormément d'éléments qui sont fixés entre eux et que pour démonter un élément, il faut en démonter 3 autres. Voilà, donc c'était la galère. Après, sur le moteur, on a retrouvé cette même manière de fonctionner. C'est-à-dire que pour démonter un élément, il fallait en démonter 2-3 autres à côté. Donc en fait, là, ma grange, elle est remplie complètement de pièces de Seat. Donc là, c'est assez ouf. Parce qu'en fait, j'ai plus de place pour circuler et il n'y a que des pièces de bagnole autour de moi. Voilà. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, en tout cas, là, le bloc, il est démonté. De A à Z, le seul truc qui reste sur le bloc, c'est les pissettes d'huile. Sinon, il n'y a plus rien. Il y a peut-être un joint ou deux que j'ai dû oublier. Mais vraiment, là, il est nu, de chez nu, de chez nu. Voilà. Donc, le but avec ce moteur, c'est donc de le refaire comme je l'ai expliqué. Et surtout, un peu de l'optimiser. Parce que de base, c'est un moteur qui est assez lourd. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien alléger le vilebrequin. Mettre un volant moteur allégé. Équilibrer le volant moteur aussi avec. Voilà, équilibrer tout le bas moteur. Peut-être agrandir un peu les ports d'admission et d'échappement au niveau de la culasse pour optimiser un peu le truc. Même si ça, bon, on parle de 1 cheval ou 2 chevaux. Voilà, donc optimisation surtout, et juste pour avoir un meilleur comportement. Mais je compte pas aller chercher de la puissance. Après, si on peut taper 160 chevaux, ça serait bien, mais j'y crois pas. Et c'est pas du tout ce que je recherche. Je recherche juste un daily qui roule et agréable à conduire, quoi.
Donc voilà, à peu près ce que ça donne. Un ABF, en fait, c'est tout petit. Quand tu ouvres le moteur, enfin quand tu ouvres le capot sur ta voiture, tu as l'impression que c'est énorme, mais en fait, c'est vachement petit. Un TU5 JP4, tu le mets à côté de toi, je pense que c'est plus gros. Vraiment, c'est un peu dingo tout ça. Dernier petit sujet à aborder. Je souhaiterais m'excuser à tous les fans inconditionnels de Volkswagen. Car je vous ai beaucoup insulté. J'ai beaucoup insulté votre marque. Mais aujourd'hui, je dois l'avouer que c'est pas si mal conçu que ça. Tu nous as trahis, sale connard! Je vais te crever!